Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir un autre item intégrant la série de formations en technique de cardiologie interventionnelle. On va voir la CMP ou ce qu'on appelle la dilatation valvulaire mitrale percutanée. On peut dire comme rappel que la première valvuloplastie mitrale a été faite en 1982 par Inoue. Cette alternative au traitement chirurgical utilisait à la fois les acquis du cathétérisme transseptal et l'expérience d'hydratation mitrale par ballonnet lors des commissurotomies chirurgicales à cœur ouvert. Le principe de la valvuloplastie est simple et consiste à gonfler un ballon à travers l'orifice mitral, geste qui réalise une commissurotomie mitrale percutanée. Deux types de techniques ont été utilisées. La technique transartérielle rétrograde avait pour but d'éviter le cathétérisme transseptal, mais comme vous l'imaginez, c'est une technique qui est très complexe, avec un risque plus élevé, d'où son abandon. Et on a la technique transveineuse antérograde qui nécessite un cathétérisme transseptal, qui permet une dilatation par un ou deux ballons introduits à travers une ou deux ponctions transseptales. Sur le plan étiologique, on a plusieurs causes qui peuvent donner un rétrécissement mitral. Comme vous le savez, la principale cause, c'est la cause rhumatismale, qui reste très fréquente, même à notre époque, dans certains pays en voie de développement. Dans les pays développés et dans les pays à revenus intermédiaires où on a bien investi sur la prévention des infections streptococciques, on note un net recul de cette étiologie en raison de la disparition ou la diminution très importante de l'incidence du rhumatisme articulaire aigu. Pour ce qui est des autres causes non rhumatismales, on a des causes beaucoup plus dégénératives qui surviennent pour des populations plus âgées. On a le développement technique avec de nouvelles procédures qui touchent la valve mitrale, qui peuvent occasionner une sténose. On a la cause post-radique qui survient généralement 20 à 30 ans après l'irradiation de la cage thoracique. On a les formes congénitales qui sont très rares. On a d'autres causes inflammatoires ou infiltratives, voire même secondaires à des drogues comme le méthylsergide. On a aussi d'autres situations qui miment le rétrécissement mitral, comme par exemple le myxome de l'oreillette gauche, le thrombus de l'oreillette gauche ou le cœur triatrial. Sur le plan anatomique, on a un remaniement rhumatismal de la valve mitrale qui va vous donner l'aspect en genou fléchi, une restriction de la valve et de l'appareil valvulaire qui aboutira à une réduction de l'orifice mitral. Il est important d'analyser très bien l'appareil valvulaire ou sous-valvulaire sur le plan échocardiographique qui nous permettra de savoir si cet appareil est favorable ou pas à une valvuloplastie percutanée. On peut s'aider par un certain nombre de scores, comme le score de Wilkins ou le score de Cormier. Sur le plan hémodynamique, le survenu de rétrécissement mitral va occasionner un gradient transmitral diastolique entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Pour les différents stades de sténose mitrale, si on suit les recommandations américaines, on peut classer nos patients en 4 stades. On a le stade A, c'est des patients à risque de sténose mitrale, c'est-à-dire c'est des patients qui ont un flux transmitral de vélocité normale, sans réduction de la surface anatomique, mais qui ont un appareil valvulaire qui est remanié. Le stade B, c'est des patients qui ont une atteinte
rhumatismale franche de l'appareil valvulaire avec fusion commissurale, mais la surface mitrale anatomique demeure supérieure à 1,5 cm². Ici, généralement, on a une dilatation moyenne à modérée de l'oreillette gauche et des pressions pulmonaires normales au repos. On a le stade C, c'est un stade de rétrécissement mitral sévère symptomatique. Remaniement valvulaire avec surface mitrale anatomique inférieure à 1,5 cm². Ici, on a un retentissement anatomique, généralement l'oreillette gauche est dilatée et on a des pressions pulmonaires généralement qui sont élevées. Le dernier stade, c'est le stade de rétrécissement mitral sévère symptomatique. Et ici, en plus du remaniement valvulaire, la sténose valvulaire mitrale inférieure à 1,5 cm², on a des pressions pulmonaires élevées, une dilatation de l'oreillette gauche et une diminution de la tolérance à l'effort. Pour ce qui est des indications d'intervention dans le rétrécissement mitral rhumatismal, on a l'indication qui est claire chez les patients qui sont symptomatiques à stade 2, 3 ou 4 de l'ANIA, avec une sténose mitrale inférieure à 1,5 cm², ayant un appareil valvulaire de morphologie favorable à une dilatation et qui ont une fuite mitrale qui doit être impérativement inférieure au grade 2, en l'absence d'un thrombus intra-auriculaire gauche. Ici, l'indication est pour la valvuloplastie mitrale percutanée. La deuxième indication, c'est l'indication chez les patients très symptomatiques, stade 3 ou 4 de l'ANIA, qui ont un rétrécissement mitral serré, inférieur à 1,5 cm², et qui ne sont pas candidats à une CMP où il y a eu un échec d'une tentative de CMP, ou c'est des patients qui nécessitent une procédure de chirurgie cardiaque pour d'autres valves ou pour, par exemple, une autre raison, par exemple, revascularisation coronaire ou autre. Chez ces patients-là, on peut opter pour la chirurgie, soit remplacement valvulaire, soit plastie, en fonction de l'état de l'appareil valvulaire et sous-valvulaire et de la faisabilité. Une autre indication qui est de classe 2A, c'est une indication admise chez les patients asymptomatiques avec rétrécissement mitral serré, avec anatomie favorable, fuite mitrale inférieure à grade 2, absence de thrombus, et qui ont des pressions artérielles pulmonaires supérieures à 50 mmHg. Ici, il est raisonnable de réaliser une CMP chez eux. Une autre indication, mais qui est de classe 2B, c'est-à-dire plus ou moins discutée, chez les patients asymptomatiques avec rétrécissement mitral serré, avec anatomie favorable, sans fuite mitrale significative, inférieure à grade 2, et en l'absence de thrombus, la survenue d'une ACFA chez ces patients-là rend la possibilité de réaliser une CMP chez eux discutée. Une autre indication classe 2B, chez des patients symptomatiques, la 2, 3 ou 4 l'ANIA, avec rétrécissement mitral, mais ici, jugé modéré, c'est-à-dire avec une surface supérieure à 1,5 cm². Et dans ce cas-là, la présence d'une évidence d'un retentissement hémodynamique, en l'occurrence, pression capillaire pulmonaire bloquée supérieure à 25 mmHg, ou un gradient transmitral supérieur à 15 mmHg à l'effort, il dit dans ce cas-là, la CMP peut être discutée. Et une dernière indication, classe 2B, chez les patients qui ont un rétrécissement mitral sévère, inférieur à 1,5,
symptomatiques, très symptomatiques, stade 3 ou 4, et qui ont un appareil valvulaire suboptimal pour une CMP, mais qui ne sont pas candidats en chirurgie, ou cette chirurgie est à haut risque chez eux. Dans ces cas-là, on peut discuter pour opter pour une CMP. Si on résume, devant un rétrécissement mitral rhumatismal, on a le premier cas de figure, la sténose est supérieure à 1,5 cm². Ici, on peut s'aider par des tests d'effort pour voir le retentissement hémodynamique en présence de appareils valvulaires et sous-valvulaires, c'est-à-dire souples, favorables à une CMP, et en présence d'un retentissement hémodynamique à l'effort, on peut discuter d'une éventuelle CMP. Pour les patients qui ont un sténose serré mitral, on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, il est simple. Devant des patients symptomatiques, l'indication d'un geste est posée. Devant un appareil valvulaire ou sous-valvulaire souple, absence de thrombus et absence d'IM supérieure ou égale à 2, généralement on opte pour une CMP. Dans les autres cas, c'est-à-dire l'appareil valvulaire n'est pas favorable à la présence d'une IM significative, ici on discute l'option chirurgicale. Si le patient peut se faire opérer, on fait une chirurgie mitrale. Si le patient ne peut pas se faire opérer pour un haut risque chirurgical ou autre, on peut discuter une CMP chez eux. Chez les patients avec rétrécissement mitral serré asymptomatique, ici, devant la présence d'un appareil valvulaire souple, absence de thrombus et une fuite mitrale inférieure à grade 2, dans ce cas-là, la présence de pression pulmonaire supérieure à 50 mmHg rend l'indication du CFP admise, et la survenue d'une ACFA discute la CMP. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler des différentes étapes de la cormucectomie mitrale percutale. On a grosso modo 5 étapes. La trioseptotomie, le passage du ballon dans l'oreillette gauche, le crossing de l'orifice mitral, la dilatation valvulaire à proprement dite, et pour finir le retrait du ballon. Le différent matériel dont on aura besoin, généralement, on aura besoin d'un guide 032, d'une gaine de Mullins et d'un ballon de cormucectomie mitrale percutale. Bien entendu, comme tout cathétérisme cardiaque, on aura besoin d'un introducteur. Pour la première étape, la trioseptotomie, généralement, il y a deux possibilités. Soit la classique ancienne technique guidée par fluoroscopie, ou la deuxième technique plus utilisée plus largement actuellement, c'est le guidage par échographie transœsophagienne. Pour la première technique, par guidage par fluoroscopie, généralement, on va commencer en position face, on va avancer un guide 0,32 jusqu'à la 24 supérieure, via la veine fémorale. Et ce qui nous permettra de faire monter une gaine de Mullins, et par la suite on va retirer notre guide 0,32. Ici, vous avez la gaine de Mullins, et comme vous le voyez, c'est un cathéter qui est plus ou moins rigide, qui va nous permettre d'acheminer l'aiguille de Brockenbrough en toute sécurité. À travers cette gaine de Mullins, on va avancer notre aiguille de Brockenbrough, qui va permettre de faire la trioseptotomie, ponctionner le symptôme interauriculaire. Bien entendu, attention, ici, vous avez l'aiguille de Brockenbrough qui va être avancée à travers le gaine de Mullins, doucement et avec précaution pour éviter de ponctionner ou de léser la gaine de Mullins. Il faut toujours, en avançant l'aiguille, ne pas dépasser
la totalité, c'est-à-dire toujours garder une partie de l'aiguille en dehors, c'est l'équivalent de 2 doigts comme vous voyez dans l'image, c'est l'équivalent de 2 cm comme vous voyez dans l'image en haut, c'est-à-dire quand on garde toujours l'aiguille 2 cm en dehors de la gaine Lewis, vous voyez l'extrémité de la gaine Lewis est libre, il n'a pas, on ne voit pas l'aiguille. Et quand on enfonce complètement l'aiguille dans la gaine Lewis, comme vous voyez, dans l'image du bas, vous avez toute l'aiguille qui sort. C'est-à-dire, d'où l'intérêt de toujours garder 2 cm, 2 doigts en dehors pour l'aiguille, pour garder, maintenir l'aiguille en dehors de la gaine, de la partie distale de la mulisse, pour éviter de léser les différentes structures en montant et en naviguant à l'intérieur des cavités cardiaques. Cette aiguille de bord en bord nous permettra de faire naviguer la gaine de mulisse d'une manière assez aisée. Sur une incidence de face, on va confirmer la position de notre ensemble gaine de mulisse aiguille, qui initialement sera au niveau de la veine cave supérieure, et par la suite, on va descendre l'ensemble pour essayer d'accrocher le symptôme interauriculaire. Il faut toujours maintenir le marqueur de l'aiguille à 5 heures. Et toujours garder l'aiguille à l'intérieur de la gaine de mulisse. Pour modifier la position de l'ensemble, c'est-à-dire une rotation horaire nous permettra de se diriger beaucoup plus vers la partie postérieure, droite-gauche. Une rotation anti-horaire nous dirigera beaucoup plus vers l'arrière. Ici, schématiquement, les différentes étapes qu'on doit suivre. Initialement, la gaine de mulisse avec l'aiguille est au niveau de la veine cave supérieure. Par la suite, on va descendre un petit peu pour atteindre la jonction veine cave supérieure et droite, et qui est presque en face du couloir de l'aorte ascendante. Par la suite, on peut descendre pour engager l'ensemble au niveau de la fosse ovale. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut bien préciser le point de ponction et réaliser notre ponction. Ici, les images vous montrent comment on peut manœuvrer l'aiguille à travers la gaine de mulisse. Il faut faire cela très prudemment et toujours commencer à peu près à 5 heures. Et les rotations doivent être légères, ne pas dépasser au-delà de 4 heures et de 6 heures. Schématiquement, c'est-à-dire on sera initialement au niveau de la veine cave supérieure, par la suite on va commencer à descendre doucement pour atteindre la fosse ovale. Il y a certains repères géographiques qu'on doit utiliser. La mise en place d'une pigtail au niveau du culot aortique est d'un très grand secours et d'un très grand intérêt pour repérer le culot aortique qui nous aidera pour avoir des repères géographiques. On s'aidera pour repérer le point de ponction par différentes incidences. On aura initialement l'incidence de face, mais généralement on aura besoin d'une incidence oblique antérieure gauche, éventuellement d'un profil et d'un oblique antérieur droit. Généralement, l'oblique antérieur gauche nous permettra, par rapport à la pigtail qui nous localise la aorte, pour se diriger et surtout éviter de ponctionner l'aorte. Et cela se fera en vérifiant la position de notre ensemble mulisse aiguille en OAG et aussi en profil. Certains repères peuvent être utilisés. En face, on aura le point tricuspide par rapport au bord latéral de l'oreillette gauche. On peut tracer une ligne horizontale et qui sera coupée par une ligne verticale perpendiculaire qu'on appellera midline et qui représentera plus ou moins la silhouette de l'oreillette droite. C'est à ce niveau-là, généralement, que se situera notre point de ponction.
Généralement, cela nous permettra de localiser bien le point de ponction au niveau du septum antérieur-oculaire et dans les différentes incidences de face, latérale et oblique antérieure droite. Ces repères nous permettront d'éviter de ponctionner l'aorte, de ponctionner la paroi latérale de l'oreillette droite et de ponctionner différentes structures, en l'occurrence le sinus coronaire et la valve tricuspide. C'est-à-dire, quand on vérifie parfaitement nos repères, on pourra réaliser la trioceptotomie. Un autre moyen peut être utile, c'est comme vous voyez chez ce patient-là, on peut injecter, quand on repère notre point de ponction, on peut injecter du produit de contraste à travers l'aiguille de Brockenbrough pour s'assurer qu'on est en regard du septum interartériel. Par la suite, on va réaliser la trioceptotomie, c'est-à-dire en maintenant la gaine de Mullins sans la bouger, on va légèrement enfoncer notre aiguille avec les doigts pour ponctionner les septums interoculaires. Quand on réalisera cela, on va s'arrêter et vérifier nos pressions, vérifier qu'on est passé à des pressions de l'oreillette gauche, à le retour d'un sang provenant de l'oreillette gauche. Quand on vérifie qu'on est bien au niveau de l'oreillette gauche, d'accord, c'est-à-dire on a traversé de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche, on pourra faire glisser doucement la mémince sur notre aiguille de Brockenbrough. Bien entendu, notre aiguille doit être fixe, de telle sorte, dans un mouvement de translation, on va faire passer la gaine de Mullins de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche à travers notre point de ponction, tout en retirant notre aiguille de Brockenbrough pour éviter de traumatiser la paroi de l'oreillette gauche. La deuxième technique est basée sur le guidage de notre ponction par une échocardiographie transœsophagienne. Deuxième étape, passage du ballon dans l'oreillette gauche. Généralement, quand on a fait passer la Mullins à travers le septum interoculaire, il faut acheminer du matériel qui nous permettra de faire passer le ballon. Ici, vous avez le guide rigide, extra stiff, en escargot. Vous voyez, sa forme finale, elle est en escargot qui permettra de passer dans l'oreillette gauche sans être traumatisant. On va pas faire passer ce guide à travers la gaine de Mullins il va passer dans l'oreillette gauche en ayant une forme d'escargot pour ne pas traumatiser la paroi de l'oreillette gauche. Quand il passera au niveau de l'oreillette gauche, on va retirer notre gaine de Mullins et bien le positionner. Quand on a positionné ce guide, par la suite, on va dilater le septum interoculaire avec ce dilatateur qui est généralement noir. On va le faire avancer jusqu'au niveau du septum interoculaire qui nous permettra d'élargir le trou de notre atrioseptotomie. Par la suite, on va préparer notre ballon. Le ballon est composé du ballon à proprement parler, mais aussi d'un stylet. Et vous aurez besoin d'une seringue que vous allez préparer en remplissant avec du sérum et du produit de contraste pour pouvoir dilater le ballon. En ayant bien préparé le patient, le ballon, qui doit être comme un ensemble, c'est-à-dire vous allez préparer votre ballon avec son guide métallique, il représentera un ensemble rigide, cet ensemble rigide nous permettra de monter sur le guide stiff. Quand on fera passer le ballon au niveau de l'oreillette gauche, par la suite, on aura besoin de ce que vous voyez ici, un stylet avec une extrémité qui est courte
qui nous permettra de diriger notre ballon dans l'oreillette gauche pour le faire passer à travers l'orifice mitral dans le ventricule gauche. Vous voyez ici, ce stylet permettra de donner au ballon une forme qui nous permettra de passer au niveau du ventricule gauche à travers l'orifice mitral, avec soit une approche directe, comme vous voyez ici, on va faire passer le ballon à travers l'orifice mitral, d'accord, comme on peut le faire à travers une approche plus ou moins indirecte par une boucle au niveau de l'oreillette gauche, puis ça va nous permettre de passer au niveau du ventricule gauche. La quatrième étape, c'est la dilatation valvulaire proprement dite. Alors, quand on a traversé le ventricule, la valve mitrale, en passant le ventricule gauche, on va dilater une partie du ballon, c'est-à-dire on va injecter la première partie du produit de contraste, et généralement, quand vous allez injecter cette partie, vous aurez une partie du ballon, qui est généralement la terminale, qui va se gonfler, et on va en même temps retirer le ballon pour qu'il euh, pour qu'il passe au niveau de la valve mitrale. Et généralement, quand vous aurez une sténose serrée, ce ballon va se caler au niveau de l'orifice mitral. Et quand il sera calé là-bas, vous allez compléter votre inflation pour que le ballon s'enfle complètement. Vous voyez ici, initialement, c'est la partie terminale qui va se gonfler. Par la suite, quand il sera calé sur l'orifice mitral, vous allez compléter le reste de l'inflation du ballon, de telle sorte que le ballon sera médian au niveau de l'orifice mitral pour avoir le meilleur impact et le meilleur effet sur les commissures pour essayer d'ouvrir les deux commissures et d'améliorer l'ouverture de l'orifice mitral. Schématiquement, vous avez ça, la première étape, on gonfle initialement, on retire le ballon pour qu'il cale au niveau de l'orifice mitral et on complète l'inflation du ballon. Et ici, dans cette vidéo, l'exemple de certains patients qu'on a fait, et on va retirer le ballon et l'inflater complètement au niveau de l'orifice mitral. Tout dépend de votre position, généralement. Tout dépend aussi de la nature de l'orifice mitral. Des fois, on a une commissure qui est plus fusionnée qu'une autre, et vous aurez beaucoup plus, des fois, une commissure qui cède plus rapidement qu'une autre. D'où l'intérêt d'une inflation progressive. C'est-à-dire, généralement, tout dépend du ballon choisi. Généralement, on va choisir la taille du ballon, grosso modo, en fonction de la taille plus ou moins du patient. C'est-à-dire, il y a plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour le choix de la taille du ballon optimale, mais généralement, on prend la taille du patient, c'est-à-dire un patient qui fait 1,60 m, généralement, on optera pour une inflation en ballon à 27 mm. Un patient qui fait 1,70 m, on va opter pour un ballon plus ou moins de 28 mm. Et même dans ces situations-là, généralement, il ne faut pas commencer par la taille choisie terminale. C'est-à-dire, si on opte pour un 28, on peut commencer par des inflations à 25 ou 26 mm et voir le résultat sur l'ouverture des valves par guidage échocardiographique, sur la survenue ou l'aggravation d'une éventuelle insuffisance mitrale, et bien entendu, tant que l'ouverture des valves mitrales n'est pas optimale, la sténose est toujours serrée, et bien entendu, tant que la fuite mitrale est jugée non significative, on peut continuer à augmenter par 0,5 mm progressivement pour améliorer le résultat, tout en ayant un maximum de sévérité pour éviter, par exemple, la survenue d'IM, d'insuffisance mitrale significative et importante. La dernière étape, c'est le retrait du ballon. Quand on a fini notre procédure de dilatation,
on va retirer le ballon et cela en faisant l'inverse, c'est-à-dire on va remettre notre guide rigide pour remettre de la rigidité à notre ballon pour permettre son retrait d'une manière sûre et safe. Et je vous remercie.